Bonjour à toutes et à tous. Je suis un très mauvais élève. Je n'ai pas fait de PowerPoint. Je dois vous avouer que je m'étais juré de finir ma carrière sans faire de PowerPoint. Donc je continue encore aujourd'hui avec vous. Katia, elle est capable de faire ce genre de choses, pas moi. Alors, alors pour la présentation, je suis en ce qui me concerne un spécialiste du droit de l'urbanisme. J'ai de longues années commenté le code de l'urbanisme et vous voyez le résultat, ça m'a donné des cheveux blancs. En effet, comme le disait tout à l'heure Madame, chaque gouvernement jure qu'il n'y aura plus de nouvelles lois, qu'on va dégraisser, qu'on va simplifier les choses. Et résultat des courses, évidemment, on se retrouve avec une nouvelle diarrhée législative et avec de nouvelles accumulations de textes. Alors la dernière blague du ministère, Madame Chauffour disait tout à l'heure, Madame Chauffour, pardon, disait tout à l'heure, c'est de changer la numérotation des textes, ce qui fait que moi qui connaissais par cœur quasiment tous les numéros d'articles du Code de l'urbanisme, je suis obligé de recommencer. Et comme ils sont vraiment très sadiques, ils ont fait la même chose sur le Code de l'expropriation, par exemple, en même temps, etc. Donc j'ai renoncé une fois pour toutes à connaître les numéros d'articles. Donc je ne sais pas si le nouveau code, je n'ai pas regardé le nouveau code, mais j'espère qu'il y a des tables de correspondance pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc vous voyez, la simplification avance à grande vitesse. Alors, en dehors de ça... Excusez-moi, juste sur ce point, sur la recodification qui est quand même unanimement saluée, vous irez voir le code. Maintenant, vous avez des plans pour tous, des articles qui font voilà, quelques lignes. Auparavant, vous aviez des articles L101-1-1-1, grand 1 romain, petit a, petit 2 du petit a, qui faisaient 27 alinéas. Je pense que pour le coup, c'est vraiment une mesure de simplification. Et quand vous irez chercher vos articles, vous avez un plan et vous savez à quoi ça correspond. Ouverture au public, vous avez le paragraphe. Ouverture au public des espaces. Auparavant, c'était noyé dans les espaces boisés classés. Pour le coup, je voulais juste faire ce petit point. Je vous en remercie. Donc ça correspondra à peu près à mes capacités intellectuelles. Donc je vais essayer d'apprendre quand même par cœur. Alors, j'avais aucune connaissance du droit du sport, donc évidemment, j'avais l'œil du Candide, ce qui permet d'aider. J'ai été entraîné dans cette galère par Katia Sontag et par Frédéric Roux, qui, elle, connaissait déjà le droit du sport. Et donc, on a essayé de mettre une petite équipe en place, en particulier avec des gens des Alpes-Maritimes, puisque nous étions basés dans les Alpes-Maritimes, et pour essayer d'aller voir d'un peu plus près ce qui se cachait derrière la législation du sport, parce que là aussi, lorsqu'on voit un texte de l'extérieur, on a beaucoup de difficultés à savoir ce qui concrètement est derrière. On pourrait revenir d'ailleurs en matière d'urbanisme aussi, sous toute une série de constructions théoriques qui ont été faites de manière implacable. On est au pays de Descartes, et qui dans la pratique s'avère assez différente. Ce que vous disiez sur les SCOT, par exemple, ça me rappelle ce qu'on disait sur les SDO, mais vous êtes trop jeune, évidemment. Sur les SDO, on disait la même chose, couverture des SDO et puis fabrication des postes à l'intérieur. Donc il n'y a pas eu de SDO, il n'y a pas eu de schéma directeur non plus, et c'est les postes qui sont développés. On va voir ce qui va en aller avec la restructuration administrative, parce que c'est un point fondamental qu'on n'aura pas l'occasion d'aborder aujourd'hui, on n'a pas le temps, je pense, mais c'est absolument fondamental et ça va changer de manière décisive les cartes telles qu'elles sont distribuées aujourd'hui. Alors j'en reviens donc au droit du sport proprement dit. Alors bon, il faut savoir que classiquement, le droit fonctionne par secteur. C'est ce qu'on appelle les politiques publiques, que vous connaissez tous. Et donc le fonctionnement, chaque ministère s'occupe de sa politique publique, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et bien évidemment, le Conseil d'État, qui a un grand souci de la protection de l'organisation de l'État, a confirmé ce système en disant qu'il existait un principe d'unicité des politiques publiques, donc d'unicité des législations. Donc théoriquement, chaque politique publique a sa propre législation qui ignore la législation voisine, sauf évidemment à ce qu'il y a un principe supérieur, en particulier un principe constitutionnel. Donc c'est comme ça qu'a été constitué le droit du sport. C'est comme ça aussi d'ailleurs qu'originellement a été constitué le droit de l'urbanisme. Lorsque j'étais étudiant en droit d'urbanisme, on disait que les postes étaient des machines à distribuer les droits à construire. Il n'y avait pas encore cette globalité des postes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc voilà comment ça fonctionnait.
Évidemment, dans la théorie, ce genre de cloisonnement est séduisant. Dans la pratique, c'est plus compliqué parce qu'on est sur le même support territorial, on approche les mêmes agents et donc, évidemment, il y a des relations entre l'ensemble de ces secteurs-là. Alors, en droit de l'urbanisme, ça s'est fait de manière assez curieuse. Au moment de la décentralisation, en 1983, celui qui s'occupait à l'époque de la réglementation, c'était Patrick Ocreter, avait élaboré un certain nombre d'articles, alors qui ont changé de numéro. C'était l'article 121.10 à l'époque, pour essayer de cadrer l'action du législateur local. Alors j'ai eu l'occasion de le dire récemment lors d'un colloque. L'idée de Patrick Ocreter, il a écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente, il a écrit, l'idée de Patrick Ocreter, c'est de dire c'est des dispositions générales. Mais il ne faut jamais jouer avec les juristes parce que c'est des gens qui n'ont aucun humour. Et évidemment, ils ont pris ça au sérieux. Et donc, ils ont dit, puisque c'est écrit dans un article du Code de l'urbanisme, ça a une portée normative. Non seulement ça a une portée normative, mais cette portée normative a été considérée par le juge comme étant une portée normative lourde, c'est-à-dire que le juge fait un contrôle normal sur ces dispositions-là. Donc l'article que vous nous présentiez tout à l'heure, hein, qui est aujourd'hui de 11.2, si vous donc cet article aujourd'hui, si vous voulez, s'applique à l'ensemble des secteurs qui sont concernés. Donc je crois qu'il faut bien voir la portée que cela peut avoir, c'est-à-dire que si une des dispositions se retrouve dans cet article, c'est une obligation pour le planificateur local et une obligation qui s'impose sous le contrôle du juge administratif. On y reviendra tout à l'heure. Voilà donc en ce qui concerne l'urbanisme. Alors, en ce qui concerne maintenant le droit du sport proprement dit, j'étais un peu voir comment c'était élaboré lors de la loi de 2000 que vous évoquiez tout à l'heure, le fameux DESI, c'est-à-dire le plan. Alors d'abord, au niveau terminologique, quelques remarques. Hein. Je vous le disais tout à l'heure que les juristes sont des gens qui donnent un aspect extrêmement sérieux de l'extérieur. Quand on gratte le droit, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus, comment dirais-je, fluide que cela, comme disait un philosophe célèbre. Et donc lorsqu'on essaye de savoir quelle est la définition juridique du plan, ou du schéma, ou d'autres qualifications encore, puisqu'il y en a encore d'autres, il n'y a pas de définition juridique du plan. Il n'y a pas de définition, globalement, hein, je parle au niveau synthétique, il n'y a pas de définition du schéma. Ce qui veut dire donc que chaque politique publique définit elle-même sa notion de plan. Alors, c'est extrêmement compliqué parce que lorsqu'on veut savoir si un acte est un véritable plan ou pas, il faut faire un effort intellectuel. Donc on a essayé de faire ce travail-là, c'est Marine Lecomte qui est en train de travailler là-dessus, donc dans son mémoire de master. On est en train de travailler en prenant comme référence les plans d'urbanisme, en disant le plan d'urbanisme, c'est un peu l'idéal type de plan, et on va voir si le PDESI est un plan de ce type. Alors si on revient à l'origine du PDESI, c'est extrêmement intéressant. Comment s'est passée cette affaire-là ? Le projet de loi, tel qu'il a été déposé en 2000, ne comprenait rien, aucune disposition en matière de sport de nature. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est un amendement parlementaire qui est intervenu après coup, qui a posé la question, un amendement parlementaire qui portait sur les servitudes en matière sportive. Donc, c'est des servitudes, c'est ça qui était poursuivi. Si je me trompe, Monsieur Bedos, vous m'arrêtez, hein, c'est ça qui était poursuivi, c'est-à-dire, en fait, c'est l'accessibilité au site qui était poursuivie par le législateur. Cette proposition entraînait une levée de bouclier, notamment de la part du Sénat, qui a joué le super rôle du Sénat, la protecteur du seigle et de la châtaigne, en disant non, non, ces espaces-là sont déjà protégés, ils sont occupés, il y a des paysans, il y a des chasseurs, il y a des pêcheurs, que je respecte beaucoup d'ailleurs, donc on va perturber cette chose-là. Et la deuxième chose, disent-ils, ce qui est une aberration juridique, mais bon, on n'est pas une aberration près, ils disent si on fait une servitude, il faut indemniser. Si on devait indemniser toutes les servitudes qu'on indemnisées en droit français, ça coûterait extrêmement cher, notamment la servitude de halage dont on parlait tout à l'heure, ou la servitude littorale qui ne sont absolument pas indemnisées. Enfin, voilà donc quelles sont les raisons du Sénat, et le Sénat retoque cette disposition-là. Ça revient à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, cette fois, apparaît le plan, le PDESI. Apparaît le PDESI, je pense que dans la pensée des promoteurs de cette proposition-là, ils disaient si on fait un plan, on va se retrouver comme en matière d'urbanisme avec une portée normative, donc le plan va contraindre
les propriétaires privés à autoriser l'accès au site. Alors finalement, on a abouti à un compromis dont seul le législateur a le secret. On a vidé de substance le plan, le DESI, et on a simplement conservé l'enveloppe, la coquille du plan. Ce n'est pas la seule fois où on a créé des plans comme ça. Je pourrais vous expliquer en matière de risque naturel comment ça s'est passé aussi, mais le cheminement a été assez tortueux. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un DESI, donc que vous appelez plan, évidemment, mais qui ressemble à un plan comme le Canada Dry ressemble à l'apéritif, quoi. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde de près, ça n'a aucune des caractéristiques d'un plan. En effet, si on reprend, je n'ai pas le temps ici de le développer, mais si on reprend point par point les dispositions, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment rien. Il n'y a rien en matière de finalité, ou presque. Il n'y a rien en matière de procédure. Il n'y a quasiment rien non plus, ce qu'on disait tout à l'heure, en matière d'opposabilité de ce plan. Donc, si vous voulez, il n'y a rien à l'intérieur. Ce qui veut dire que c'est sûrement pas un plan. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois quand on s'était réunis, si c'était un plan, il faudrait faire, de la concertation, ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui c'est une obligation légale, et deuxièmement, une évaluation environnementale. Donc si, à contrario, on admet qu'on puisse faire ni un ni l'autre, ça veut dire que ce n'est pas un plan. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là ? J'ai été un peu regarder comment c'était fait, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que comme on dit rien, on peut tout faire. Donc l'objectif, effectivement, qui pourrait être fixé, c'est de rapprocher au maximum les DESI, qui sont aujourd'hui des coquilles vides, de les rapprocher au maximum de ce que pourrait être un véritable plan. Les rapprocher très rapidement, d'abord en la forme, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de rapport de présentation dans les DESI que j'ai vu jusqu'à ce jour, je réserve. Marine peut-être a travaillé de manière plus fine. Il n'y a pas de rapport de présentation. Et le rapport de présentation, c'est absolument décisif parce que c'est à la fois l'état des lieux, la mise en relation avec d'autres activités de ce type et la projection dans le temps. Donc ça serait intéressant de le faire. Deuxièmement, il semblerait non plus qu'il n'y ait pas de cœur du BDESI, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de projection dans le temps du BDESI. Or, un plan, évidemment, c'est pour planifier, comme tout le monde l'entend, et planifier, ça veut dire prévoir dans le temps. Alors, je sais qu'on m'avait expliqué qu'en Ardèche, par exemple, cette question était actuellement posée, mais c'est extrêmement important parce que, par exemple, on pourrait imaginer que des zones, d'après ce qu'on m'a dit, hein, encore une fois, que des zones puissent bouger, qu'on puisse geler des zones et demain ouvrir d'autres zones pour offrir d'autres activités aux pratiquants du sport, etc. Donc voilà, si vous voulez, l'idée, ça serait peut-être de rapprocher le plus possible les plans, les DESI, donc les plans sportifs, des plans d'urbanisme, pour pouvoir enfin parler. Parce que pour parler, évidemment, il faut avoir un langage commun. Ça s'était posé pour d'autres planifications qui sont aujourd'hui intégrées plus ou moins, ou totalement d'ailleurs, dans les plans d'urbanisme. Je pense en particulier au logement. Vous savez, en 92, quand la loi d'orientation sur la ville prévoit un plan pour l'habitat, c'était un plan qui était extrêmement fluide aussi, hein, qui n'avait pas de grande consistance. Et puis, aujourd'hui, il est quasiment intégré, en tous les cas, dans un certain nombre d'hypothèses, dans le cadre des PLU. C'est le cas aussi pour les plans de déplacement urbain, qui aujourd'hui ont évolué de telle manière, ça date de la loi d'orientation sur les transports, donc, et ça a évolué de telle manière aujourd'hui que c'est devenu opposable. Donc la première chose à faire, c'est travailler sur le langage commun. Parce que je crois, vous le disiez très justement, il faut intervenir le plus en amont possible, mais pour intervenir en amont, il faut avoir un langage commun. Donc je pense que pour les pratiquants dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois pour les pratiquants de l'urbanisme et pour les pratiquants du sport de nature, il faut tenter d'avoir un langage commun pour arriver à se comprendre. Alors une fois qu'on est arrivé à avoir un langage commun, se pose la question de comment intégrer. Vous le disiez tout à l'heure, il existe dans les dispositions actuelles du Code de l'urbanisme toute une série de possibilités pour l'intégration, et notamment les principes généraux. Hein. Lesquels principes généraux, je vous répète encore une fois, ont une portée, normative, c'est-à-dire, on le disait tout à l'heure, hein, les sports de nature sont visés dans l'article chapeau du Code de l'urbanisme. Donc ça veut dire qu'un législateur, planificateur local, qui n'intégrerait pas les sports de nature dans une commune dans laquelle celle-ci a une grande importance, j'en connais quelques-unes par exemple dans les Alpes de Provence, juste à côté de chez nous,
pourrait voir son poste annulé pour erreur manifeste d'appréciation. Ça s'était passé par exemple en matière agricole. Le juge a considéré que c'était une commune agricole, on n'avait pas intégré la démarche agricole et donc on a annulé le PLU, enfin le poste à l'époque, pour cette absence. Donc vous voyez que ça a une portée extrêmement importante, me semble-t-il, ces articles chapeaux, et donc il faut les utiliser. Deuxième possibilité, on l'a tout au long du Code de l'urbanisme, mais là aussi il faudrait voir peut-être d'un peu plus près. Alors j'ai fait un travail plus précis sur les références, mais le seul endroit où on parle réellement d'activité sportive, c'est dans l'article L121, l'ancien article L121. Donc, dans tous les autres articles, on parle d'activités de loisirs, d'activités touristiques, etc. Et je suis à peu près persuadé que le juge administratif se laisserait assez facilement convaincre du fait que l'activité de loisirs ou l'activité touristique intègre aussi des activités sportives. Donc vous voyez qu'on a un support assez important pour d'ores et déjà essayer d'inscrire dans le cadre des documents d'urbanisme qui sont en cours d'élaboration les préoccupations sportives. Alors ce n'est pas une nouveauté, hein. Avant la loi SRU que vous évoquiez tout à l'heure, les services centraux eux-mêmes, parce que les services centraux ont une grande créativité quand c'est eux qui l'exercent. Ils avaient fait sur les actes, par exemple, où ils avaient fait sortir quelque chose dont on ne savait pas d'où il venait. C'était un hybride venu d'ailleurs. Hein. Et donc, sur les postes, ils avaient fait ce qu'ils appelaient les postes qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils avaient essayé de tester un certain nombre d'évolutions qui ont fini intégrées dans le cadre de la loi SRU. C'est pour ça que c'est particulièrement important, si vous voulez arriver à progresser en la matière, d'essayer, de faire des expériences, de voir jusqu'où on peut aller avec tel et tel type de démarche, quitte évidemment à subir la censure du juge administratif, parce que vous savez, quelquefois la censure, c'est excellent, parce que ça oblige le législateur à revenir pour prendre une position qu'il avait refusé de prendre à l'origine. Donc voilà, si vous voulez, je pense qu'il faut faire un très gros effort. La deuxième possibilité d'intégration, et j'en terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, la deuxième possibilité d'intégration, c'est les intégrations, au sens large du terme qu'on évoquait tout à l'heure, qui demandent, me semble-t-il, une formalisation beaucoup plus grande des plans sportifs. Et alors, on a là, dans ce cadre-là, toute une série de possibilités d'intégration extrêmement variées. Alors, on vient d'évoquer tout à l'heure, évidemment, la compatibilité, la prise en compte, mais la créativité du législateur est à peu près sans borne dans la matière. Donc, peut-être on inventera encore quelque chose demain. Vous savez, lorsqu'on veut réellement réfléchir à ce type d'intégration, on peut inventer des choses qui n'existaient pas à l'avance. Par exemple, sur le PLH, on a modifié les orientations d'aménagement pour pouvoir intégrer un certain nombre d'opérations d'aménagement qui n'étaient pas intégrables en l'état de la législation antérieure. Voilà donc en résumé, très rapidement, je crois qu'il y a un double effort à faire. Le premier effort, c'est un effort de culture commune, et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que chacun sache exactement de quoi l'autre parle. Et le deuxième effort, c'est essayer de rapprocher au maximum le DESI des documents. Alors évidemment, je citais les documents d'urbanisme, mais il y en a d'autres. On pourrait parler des documents en matière de risque naturel, par exemple, encore en matière de gestion des eaux qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a toute une série de plans et de programmes qui ont été mis sur pied dans les années 90. Alors, deux petites remarques avant d'en terminer quand même. La première remarque, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, le Code de l'urbanisme est une véritable machine à se transformer lui-même. On citait le Code du travail récemment, mais le Code d'urbanisme, c'est quand même pas mal en la matière. Donc on vient de sortir un nouveau décret, là, au tout début de l'année, qui modifie, évidemment, ce décret d'application de la partie ordonnance du livre 1. Et dans ce cadre-là, j'ai été regarder un peu de près, par exemple, sur les finalités. Hein. Alors on a réduit à 5 finalités. Ça a été un vieux débat, hein, les destinations, la finalité en matière de droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, on a réduit à 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 destinations possibles en matière d'urbanisme. Et le ministère doit produire des sous-zones, paraît-il. Donc, on va voir ce que sont ces sous-zones. Mais je vous engage à suivre ça d'extrêmement près. Et je sais que c'est difficile, en particulier au niveau central, mais à suivre d'extrêmement près, puisque pour que, lorsqu'on déterminera les sous-zones, par exemple, on puisse intégrer
des préoccupations telles qu'elles nous intéressent. Et c'est vrai que la zone ND, le droit de l'urbanisme aujourd'hui est un peu la bonne à tout faire, comme me disait Fernand Bouissou jadis. Malheureusement, il ne peut pas tout faire, le droit de l'urbanisme. Et donc, lorsque sur la gestion des espaces verts, la gestion des forêts, etc., c'est un instrument qui n'est pas très performant, c'est un instrument négatif. Et bon, il y a peut-être là des choses à repenser. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut regarder de très près, notamment sur les zones N, éventuellement sur les zones A, comment on peut inscrire un certain nombre de démarches qui pourraient être conciliables avec vos souhaits en matière de développement urbain. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, qui me semble-t-il est elle aussi extrêmement importante, c'est que, on parlait tout à l'heure du changement d'échelle avec les intercommunalités. Je suis par ailleurs élu à la métropole Nice-Côte d'Azur, donc on est en train d'élaborer un PLUI dans la souffrance, dans la souffrance, parce que je vous assure que c'est particulièrement difficile, surtout quand on va du littoral hyper urbanisé jusqu'à des communes qui font quelques dizaines d'habitants. Et dans le cadre de ce PLUI, on voit que la question change totalement de nature. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis avec les représentants des conseils départementaux, mais tant pis, j'espère qu'ils me le pardonneront rapidement. Ça change complètement de nature parce que à ce niveau-là, le planificateur est obligé de prendre en compte la dimension touristique et économique de ces développements-là. Donc on a une véritable intégration, comme on dit en droit de l'environnement, on a une véritable intégration des sports de nature dans une problématique globale. Il y a là, alors je ne sais pas dans combien d'intercommunalités les possibilités de sortie par la petite porte ont été utilisées. Si j'en crois les petits sondages que j'ai faits, malheureusement, ça a l'air assez développé. Enfin, peut-être vous me direz plus tard. Mais en tous les cas, dans les cadres de véritables PLUI, je crois qu'il y a un champ d'expérimentation et les élus seront d'autant plus sensibles parce que c'est eux qui sont directement concernés par le développement économique de leur territoire. Voilà, alors peut-être Katia, quelques mots à dire sur le travail qui a été fait sur les retours d'expérience, parce que ça c'est important aussi, j'en termine. Les retours, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de réflexion si on n'a pas un retour de terrain avec des formulations de demande de terrain. Alors les formulations sont quelquefois pas les bonnes formulations juridiques, parce qu'il faut traduire là aussi, mais lorsque c'est traduit, ça a une véritable efficacité. Alors sur un volet plus pratique et moins technique du droit de l'urbanisme, ça se voit à la couleur de mes cheveux, puisque j'ai conservé ma couleur naturelle. Non. Plus sérieusement, effectivement, dans la logique, je dirais, ascendante et non plus descendante, c'est-à-dire où l'État prescrirait, mais que décrivait Thierry, qui s'avérait certainement plus efficace dans la démarche qu'on est en train de construire, effectivement, l'aspect retour de terrain est essentiel. Et alors là, je dirais deux choses différentes. D'une part, effectivement, on a une jeune étudiante très performante qui recueille aujourd'hui les expériences sur les BDSI de manière à les caractériser, à avoir aussi une image, je dirais, juridique, parce que le ministère a une image technique sur les BDSI, mais à avoir un petit peu une caractérisation technique précise. Donc Marine, si vous voulez bien juste vous lever, parce qu'elle a des questions à poser à un certain nombre d'entre vous, comme ça vous l'identifiez. Donc elle se tournera vers vous certainement pendant le reste de la journée avec ces questions. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, le ministère à deux reprises, pardon, c'est ça ? Ah pardon. Le ministère à deux reprises en 2014 et très récemment en 2016 a fait passer un certain nombre de questionnaires sur lesquels on a eu des retours. Alors, je dirais deux choses très rapidement sur ces retours. Certains retours correspondent en fait à des expériences réussies ou en passe d'être réussies, où il y a vraiment une collaboration qui s'est mise en place avec une intervention en amont, des discussions, éventuellement des traductions dans les documents d'urbanisme. Je dirais que ça a son intérêt de manière à pouvoir à un moment donné repartager ces expériences. Et là, je pense que c'est l'intérêt de ces journées techniques. Un certain nombre de ces retours, je dirais, sont plus approximatifs, relèvent de problématiques d'usage, de contrats, etc., qui ne sont pas exactement les problématiques d'urbanisme. Et à mon sens, l'intérêt aussi d'être ensemble aujourd'hui,
c'est justement à partir du langage commun dont parlait Pierre-Paul Dana, de peut-être mieux cibler les expériences que vous avez sur vos territoires, de manière à en faire un retour extrêmement précis, c'est-à-dire accompagner des documents, les porter à connaissance eux-mêmes, éventuellement les PLU, les cartographies, etc., en sachant que c'est sur la base de cette mutualisation qu'à la fois on pourra vous restituer ces expériences et aussi, je dirais, faire redescendre un petit peu, d'être plus terre à terre sur les analyses juridiques, parce que les analyses théoriques, comme on l'a souligné à plusieurs reprises aujourd'hui, certes, c'est très intéressant et en tant qu'universitaire, je pense qu'on sait faire, mais c'est assez peu opérationnel. Hein. Donc, je dirais, c'est un appel à votre collaboration, je dirais, à ce projet. Voilà. À ce propos, un petit mot à rajouter. La circulaire, c'est le seul cadre procédural qui est prévu. C'est la circulaire de 88 sur les PDIPR. En tous les cas, c'est le seul que j'ai trouvé. Et la circulaire prévoyait que les services de l'État, dans le cadre de l'amont du PLU, effectivement, fassent état des PDIPR. Donc c'est une obligation, ça lie les services de l'État. J'aimerais savoir si c'est réellement réalisé. Donc on peut, nolens volens, je pense, traduire la même chose pour les BDSI. Donc le préfet a une obligation de porter à connaissance du BDSI sur la base, me semble-t-il, du même raisonnement que celui de la circulaire de 88. Donc si vous voulez, il faudrait savoir si ces éléments-là sont réalisés et s'ils ne le sont pas, essayer d'analyser pourquoi ils ne le sont pas et quelles conséquences cela peut avoir. D'abord, je me présente, Kostia Chara, association Mountain Bikers Foundation pour le développement durable et responsable du VTT. J'ai un exemple, c'est un terrain de dirt. Alors le dirt, c'est un tout petit circuit de vélo avec des bosses en terre dans l'objectif de faire des figures, éventuellement des acrobaties. Donc ce terrain de dirt, il est sur une propriété privée et la mairie utilise le code de l'urbanisme pour demander sa destruction sur un terrain privé. Alors, c'est là où je me demande si un terrain de dirt, alors on est sur du sport de nature, mais si on reprend la nomenclature du RES, on est plus sur un espace artificiel pour le coup, parce que c'est totalement aménagé. Mais est-ce que ça peut s'apparenter à du bâti? Puisque dans le courrier, alors je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas anticipé, mais effectivement, le courrier de la mairie dit qu'on est en zone orange, je crois, ou rouge, je ne sais plus, et que les conditions sismiques, ou je ne sais plus quoi, éboulement peut-être, vont mettre en défaut, et du coup, on ne peut pas avoir une construction de bâti. Et donc, le terrain de dirt est apparenté à du bâti pour cette mairie. Donc, du coup, je me pose vraiment la question du lien entre un terrain de dirt et une construction. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, la définition actuelle du domaine, en tous les cas du domaine public, ne peut porter que sur des propriétés des personnes publiques. Donc, à partir du moment où c'est une personne privée, la question de la possibilité de domanialité publique ou même éventuellement de travaux publics ne se pose plus. Parce qu'il peut y avoir des travaux publics, y compris sur des propriétés privées, hein, ce qui est autre chose qui demande une analyse serrée, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Alors d'après ce que j'ai compris, vous êtes dans le cadre d'un PPR, hein, d'un plan de protection contre les risques naturels, sans doute. Effectivement, si c'est une zone rouge, c'est que vous êtes dans une zone à risque maximum. Donc dans les zones rouges, il n'y a aucune activité qui peut être autorisée. Tout dépend du règlement, hein. Je n'ai pas le règlement, mais le plus souvent, c'est aucune activité qui est autorisée. Donc, votre activité de dirt, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ouais, dirt. Alors, c'était peut-être une zone orange, hein. J'ai plus le courrier en tête, il faudrait que je le retrouve. Alors, si elle est orange, en principe, elle change un peu de couleur, quoi. C'est-à-dire que, sous réserve d'un certain nombre de prescriptions, on doit pouvoir avoir des utilisations de ce secteur-là. Mais là, oui, ça aussi, il faut faire très attention parce que là, ce n'est pas un document d'urbanisme, c'est un plan environnemental qui s'applique, qui peut être d'ailleurs repris dans le document d'urbanisme aussi. Hein. Il y a de fortes chances. Oui. Mais il est fort possible que ce soit même intégré purement et simplement, donc une zone N stricte. Oui, 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 oui. Qu'un document d'urbanisme où on va avoir uniquement les dispositions constructives. Là, dans les plans de prévention des risques, vous avez aussi les usages. Donc même des fois, moi j'ai en tête un plan de prévention des risques technologiques auprès d'un dépôt d'explosifs. On avait des circuits de randonnée.
on les a interdits d'accès au public en raison des risques d'explosion. Donc là, ça va beaucoup plus loin, mais c'est pas les documents d'urbanisme là. C'est très compliqué. Vous avez toute une série de choses qui interviennent. Hein. C'est notamment le cas, là c'est un risque sûrement d'effondrement ou quelque chose comme ça, mais sur les risques de submersion, c'est assez souvent le cas, par exemple. Hein. Oui, Didier Cailleul, je suis le responsable de la commission environnement de la Fédération française de spéléologie. Et je voulais apporter un petit complément ou un témoignage en tout cas sur cette difficulté de culture effectivement que vous évoquiez, puisque nous avons donc des cavités qui sont inscrits en tant que site de pratique. Et puis quand on se retrouve effectivement avec la mise en place de plans locaux d'urbanisme, eh bien, on se retrouve confronté avec la notion d'une cavité qui est effectivement un objet qui peut présenter un géorisque, un risque d'effondrement des cavités souterraines. Et là, on a toute la difficulté de culture et de discussion avec les urbanistes qui ne voient pas du tout la même chose que les environnementalistes, qui ne voient pas encore la même chose que les pratiquants ou de sport ou les spéléologues qui étudient le milieu souterrain. Quelle difficulté très concrète, je veux dire du point de vue de parce qu'on comprend bien l'intervention des pouvoirs de police du maire ou du préfet dans un cas pareil, mais concrètement, en quoi le PLU a bloqué par exemple l'accès ou l'utilisation d'une cavité Alors très souvent, le problème qui se pose, c'est qu'une cavité naturelle est un objet qui est là en place depuis les temps géologiques, donc relativement stable, relativement avec des risques limités. Et la plupart du temps, notamment dans les plans locaux d'urbanisme, on assimile ça à une cavité souterraine, comme il y a par exemple en région parisienne, liée à des activités d'extraction, etc., qui, elles, effectivement, présentent des risques d'effondrement importants. Et très souvent, eh bien, on va refuser d'inscrire ça en tant que site de pratique, ou en tout cas en restreindre énormément les possibilités d'accès, parce qu'on va mettre le risque maximal sur le site. Oui, effectivement, c'est à nouveau des questions de risque, et il est vrai qu'un des points difficiles, c'est de faire comprendre que ces activités, par définition, vont très souvent se situer sur des terrains que quelqu'un qui n'est pas sportif considérera comme étant des terrains à risque, notamment pour d'autres types d'usages. Et j'ajoutais, c'est précisément ce genre d'expérience où c'est intéressant d'avoir des retours documentés. Mais par exemple, voilà, il y a un cas, la grotte du Grand Trayoun dans les Bouches-du-Rhône, où effectivement c'est le code de l'urbanisme qui nous a été opposé pour pouvoir accéder à cette cavité, etc., notamment au regard du risque. Alors c'est certainement pas le code lui-même, mais les plans de prévention des risques, hein, qui sont finalement une application locale. Et je pense que ces deux exemples soulignent l'importance d'être associé dès le départ aux documents d'urbanisme au sens très large, c'est-à-dire aussi aux servitudes qui sont annexées, hein, parce qu'il est vrai qu'une fois que le PPR est adopté, c'est des documents qui sont assez difficiles et à modifier et à contester judiciairement. Donc, oui, pour terminer sur les PPR, ça c'est une autre problématique. Parce que là on se retrouve avec la transcription de la science comment disent-ils, de la science exacte, hein, dans des documents juridiques. Alors c'est redoutable, parce qu'évidemment vous avez des études juridiques, des études scientifiques, de ces études scientifiques qui résonnent en termes d'aléas, on transcrit ça en termes de réglementation, et la réglementation est censée avoir un fondement juridique. Et le juge administratif, quand il pleut, il ouvre le parapluie. Donc en la matière, le plus souvent, j'avais fait un pointage de jurisprudence il y a quelques années, ne revient quasiment jamais sur ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment de très très près, hein, lorsque vous êtes en face d'un PPR, alors là c'est autre chose, hein, c'est pas dans le cadre du PLU qu'on doit collaborer, et la concertation de l'État sur les PPR est assez, pour en discuter longtemps, est assez frigide, si je puis dire, hein. Et donc on se retrouve en vérité, hein, si on ne prend pas garde, on se retrouve face à une situation bloquée. Pauline Leclerc, DDCS du Finistère. Du coup, ce matin, on a beaucoup parlé des DESI.
Et par contre, quelle solution pour les territoires qui n'ont pas encore adopté ce plan? Comment, du coup, on peut travailler avec les PLU sans BDESI, quoi. A priori, ça ne change rien à partir du moment où vous avez une idée claire de ce que vous souhaitez, puisque je vous disais que c'est des dispositions générales. Donc ce qui est visé pour le moment, ce n'est pas le plan lui-même. Ce qui est visé pour le moment, c'est les activités sportives. Ou les activités sportives ou touristiques, ou etc. Donc à partir du moment où, dans le cadre du porté à connaissance, ou dans le cadre de l'élaboration de tel ou tel élément du document, en particulier au niveau du rapport de présentation, que cela soit présent dans le rapport de présentation pour pouvoir servir de support ensuite aux modalités opérationnelles. Si la problématique sportive est présente à ce moment-là, vous pouvez évidemment ensuite avoir des dispositions concrètes qui s'appuient sur les principes généraux sans aucune difficulté. Donc encore une fois, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut inscrire en amont. Et ça, c'est pas simple. Et j'ajouterais que les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui montrent, et je n'ai encore vu aucune exception, mais je demande à en avoir d'autres sous la main, que c'est des ESI, c'est des espaces itinéraires qui, éventuellement, dans les démarches les plus abouties, vont figurer dans les différents documents écrits graphiques ou graphiques d'ailleurs des PLU. Je n'ai encore jamais vu un BDESI intégré en tant que tel, et je dirais que justement, c'était le sens de l'intervention d'aujourd'hui, c'était que le BDESI en tant que tel nous semble assez difficilement intégrable en bloc. Donc c'est vraiment une démarche finalement de construction progressive, c'est pour ça que je parlais d'une démarche montante et non plus descendante, qui s'imposera peut-être un jour aux législateurs, mais effectivement, ça ne pose pas de difficulté. Au contraire, je dirais qu'un BDESI, je ne vois pas comment on l'intègre en l'état actuel des choses. Bernard Jacobi, donc très courte. Oui, nous sommes fait retoquer il y a quelque temps sur un projet d'aménagement en vertu du classement en zone N de cette zone. Voilà. Sauf que cette zone N, elle était au bord de l'autoroute. Aménagement d'un petit parcours de circuits VTT, moto, aménagé. Alors là, ça fait parfaitement, et merci pour cette question, ça fait parfaitement le lien avec ce qu'on va avoir cet après-midi, c'est-à-dire une succession d'expériences de territoire, et on le verra, on va aller un peu dans le détail sur des zonages qui ont posé certaines difficultés, ou alors l'intérêt d'être présent effectivement et d'apporter la connaissance le plus en amont possible. Je crois que ça a été dit suffisamment ce matin. Donc la discussion, les échanges vont se poursuivre cet après-midi autour de cas très concrets.